Petit 2. En route. 2 heures de jour encore. J'ai déjà renoncé à mes lunettes noires quand j'aborde la Tripolitaine. Et le sable se dort. Dieu que cette planète est donc déserte. Une fois de plus, les fleuves, les ombrages et les habitations des hommes m'y paraissent dus à des conjonctions d'heureux hasards. Quelle part de roc et de sable! Mais tout cela m'est étranger. Je vis dans le domaine du vol. Je sens venir la nuit où l'on s'enferme comme dans un temple, où l'on s'enferme au secret de rites essentiels dans une méditation sans secours. Tout ce monde profane s'efface déjà et va disparaître. Tout ce paysage est encore nourri de lumière blonde, mais quelque chose déjà s'en évapore. Et je ne connais rien, je dis rien, qui vaille cette heure-là. Et ceux-là me comprennent bien, qui ont subi l'inexplicable amour du vol. Je renonce donc peu à peu au soleil. Je renonce aux grandes surfaces dorées qui m'eussent accueilli en cas de panne. Je renonce aux repères qui m'eussent guidé. Je renonce au profil des montagnes sur le ciel qui m'eussent évité les écueils. J'entre simplement dans la nuit. Je navigue. Je n'ai plus pour moi que les étoiles. Cette mort du monde se fait très lentement, et c'est peu à peu que me manque la lumière. La terre et le ciel se confondent peu à peu. Cette terre monte et semble se répandre comme une vapeur. Les premiers astres tremblent comme dans une eau verte. Il faudra attendre longtemps encore pour qu'ils se changent en diamants durs. Il me faudra attendre longtemps encore pour assister au jeu silencieux des étoiles filantes. Au cœur de certaines nuits, j'ai vu tant de flamèches courir qu'il me semblait que soufflait un grand vent parmi les étoiles. Prévost fait les essais des lampes fixes et des lampes de secours. Nous entourons les ampoules de papier rouge. Encore une épaisseur. Il ajoute une couche nouvelle, touche un contact. La lumière est encore trop claire. Elle voilerait, comme chez le photographe, la pâle image du monde extérieur. Elle détruirait cette pulpe légère qui, la nuit, parfois s'attache encore aux choses. Cette nuit s'est faite, mais ce n'est pas encore la vraie nuit. Un croissant de lune subsiste. Prévost s'enfonce vers l'arrière et revient avec un sandwich. Moi, je grignote une grappe de raisin, je n'ai pas très faim, je n'ai ni faim ni soif. Je ne ressens même aucune fatigue. Il me semble que je pourrais piloter ainsi pendant 10 années. La lune, elle, est morte. Benghazi s'annonce dans la nuit noire. Benghazi repose au fond d'une obscurité si profonde qu'elle ne s'orne d'aucun halo. J'ai aperçu la ville quand je l'atteignais. Je cherchais le terrain, mais voici que son balisage rouge s'allume. Les feux découpent un rectangle noir. Je vire tout de suite. La lumière d'un phare braqué vers le ciel monte droit comme un jet d'incendie, pivote et trace sur le terrain une route d'or. Je vire encore pour bien observer les obstacles. L'équipement nocturne de cette escale est admirable. Je réduis, commence ma plongée, comme dans l'eau noire. Il est 23 heures, heure locale, quand j'atterris. Je roule vers le phare. Officiers et soldats les plus courtois du monde passent de l'ombre à la lumière, tour à tour visible et invisible. On me prend mes papiers, on commence le plein d'essence. Mon passage sera réglé en 20 minutes. Faites un virage et passez au-dessus de nous, sinon nous ne saurions pas si le décollage s'est bien terminé. En route. Je roule sur cette route d'or vers une trouée sans obstacle. Mon avion type Simoun décolle sa surcharge bien avant d'avoir épuisé l'air disponible. Le projecteur me suit et je suis gêné pour virer. Enfin, il me lâche. On a deviné qu'il m'éblouissait. Je fais demi-tour à la verticale lorsque le projecteur me frappe de nouveau au visage. Mais à peine m'a-t-il touché, il me suit.
et dirige ailleurs sa longue flûte d'or. Je sens, sous ces ménagements, une extrême courtoisie. Et maintenant, je vire encore vers le désert. Les météos de Paris, Tunis et Benghazi m'ont annoncé un vent arrière de 30 à 40 km/h. Je compte sur 300 km/h de croisière. Je mets le cap sur le milieu du segment de droite qui joint Alexandrie au Caire. J'éviterai ainsi les zones interdites de la côte et malgré les dérives inconnues que je subirai, je serai accroché, soit à ma droite, soit à ma gauche, par les feux de l'une ou l'autre de ces villes, ou plus généralement par ceux de la vallée du Nil. Je naviguerai 3h20 si le vent n'a point varié, 3h45 s'il affaiblit. Et je commence à absorber 1050 km de désert. Plus de lune. Un bitume noir qui s'est dilaté jusqu'aux étoiles. Je n'apercevrai pas un feu. Je ne bénéficierai d'aucun repère, faute de radio. Je ne recevrai pas un signe de l'homme avant le Nil. Je ne tente même pas d'observer autre chose que mon compas et mon Sperry. Je ne m'intéresse plus à rien, sinon à la lente période de respiration sur l'écran sombre de l'instrument d'une étroite ligne de radium. Quand Prévost se déplace, je corrige doucement les variations du centrage. Je m'élève à 2000, là où les vents, m'a-t-on signalé, sont favorables. À long intervalle, j'allume une lampe pour observer les cadrans moteurs qui ne sont pas tous lumineux, mais la majeure partie du temps, je m'enferme bien dans le noir, parmi mes minuscules constellations qui répandent la même lumière minérale que les étoiles, la même lumière inusable et secrète, et qui parlent le même langage. Moi aussi, comme les astronomes, je lis un livre de mécanique céleste. Moi aussi, je me sens studieux et pur. Tout s'est éteint dans le monde extérieur. Il y a Prévost qui s'endort après avoir bien résisté, et je goûte mieux ma petite solitude. Il y a le doux grondement du moteur, et en face de moi, sur la planche de bord, toutes ces étoiles calmes. Je médite, cependant. Nous ne bénéficions point de la Lune et nous sommes privés de radio. Aucun lien, si ténu soit-il, ne nous liera plus au monde jusqu'à ce que nous donnions du front contre le filet de lumière du Nil. Nous sommes, à ce moment présent, hors de tout, et notre moteur seul nous suspend et nous fait durer dans ce bitume. Nous traversons la grande vallée noire des contes de fées, celle de l'épreuve. Ici, point de secours. Ici, point de pardon pour les erreurs. Nous sommes livrés à la discrétion de Dieu. Un ray de lumière filtre d'un joint du standard électrique. Je réveille Prévost pour qu'il l'éteigne. Prévost remue dans l'ombre comme un ours, s'ébroue, s'avance. Il s'absorbe dans je ne sais quelle combinaison de mouchoirs et de papier noir. Mon ray de lumière a disparu. Il formait cassure dans ce monde. Il n'était point de la même qualité que la pâle et lointaine lumière du radium. C'était une lumière de boîte de nuit, et non une lumière d'étoile. Mais surtout, il m'éblouissait, effaçait les autres lueurs. 3 heures de vol. Une clarté qui me paraît vive jaillit sur ma droite. Je regarde. Un long sillage lumineux s'accroche à la lampe de bout d'aile qui, jusque-là, m'était demeurée invisible. C'est une lueur intermittente, tantôt appuyée, tantôt effacée. Voici que je rentre dans un nuage. C'est lui qui réfléchit ma lampe. À proximité de mes repères, j'eusse préféré un ciel pur. L'aile s'éclaire sous le halo. La lumière s'installe et se fixe et rayonne et forme là-bas un bouquet rose. Des remous profonds me basculent. Je navigue quelque part dans le vent d'un cumulus dont je ne connais pas l'épaisseur. Je m'élève jusqu'à 2005 et n'émerge pas. Je redescends à 1000 mètres. Le bouquet de fleurs est toujours présent, immobile et de plus en plus éclatant. Bon, ça va, tant pis. Je pense à autre chose. On verra bien quand
on s'en sortira. Mais je n'aime pas cette lumière de mauvaise auberge. Je calcule, ici je danse un peu et c'est normal, mais j'ai subi des remous tout le long de ma route, malgré le ciel pur et l'altitude. Le vent n'est point calmé et je dois dépasser la vitesse de 300 km/h. Après tout, je ne sais rien de bien précis, j'essaierai de me repérer quand je sortirai du nuage. Et l'on en sort. Le bouquet s'est brusquement évanoui. C'est sa disparition qui m'annonce l'événement. Je regarde vers l'avant et j'aperçois, autant que l'on peut rien apercevoir, une étroite vallée de ciel et le mur du prochain cumulus. Le bouquet, déjà, s'est ranimé. Je ne sortirai plus de cette glu, sauf pour quelques secondes. Après 3h30 de vol, elle commence à m'inquiéter car je me rapproche du Nil si j'avance comme je l'imagine. Je pourrais peut-être l'apercevoir avec un peu de chance à travers les couloirs, mais ils ne sont guère nombreux. Je n'ose pas descendre encore. Si, par hasard, je suis moins rapide que je ne le crois, je survole encore des terres élevées. Je n'éprouve toujours aucune inquiétude. Je crains simplement de risquer une perte de temps. Mais je fixe une limite à ma sérénité. 4h15 de vol. Après cette durée, même par vent nul, et le vent nul est improbable, j'aurais dépassé la vallée du Nil. Quand je parviens aux franges du nuage, le bouquet lance des feux à éclipses de plus en plus précipités, et puis s'éteint d'un coup. Je n'aime pas ces communications chiffrées avec les démons de la nuit. Une étoile verte émerge devant moi, rayonnante comme un phare. Est-ce une étoile ou est-ce un phare? Je n'aime pas non plus cette clarté surnaturelle, cet astre de roi mage, cette invitation dangereuse. Prévost s'est réveillé et éclaire les cadrans moteurs. Je les repousse, lui et sa lampe. Je viens d'aborder cette faille entre deux nuages et j'en profite pour regarder sous moi. Prévost, lui, se rendort. Il n'y a d'ailleurs rien à regarder. 4h05 de vol. Et Prévost est venu s'asseoir auprès de moi. On devrait arriver au Caire? Je pense bien. Est-ce une étoile, ça, ou un phare? J'ai réduit un peu mon moteur. C'est sans doute que ce qui a réveillé Prévost. Il est sensible à toutes les variations des bruits du vol. Je commence une descente lente pour me glisser sous la masse des nuages. Je viens de consulter ma carte. De toute façon, j'ai abordé les côtes haut. Je ne risque rien. Je descends toujours, vire plein nord. Ainsi, je recevrai dans mes fenêtres les feux des villes. Je les ai sans doute dépassées. Elles m'apparaîtront donc à gauche. Je vole maintenant sous les cumulus, mais je longe un autre nuage qui descend plus bas sur ma gauche. Je vire pour ne pas me laisser prendre dans son filet. Je fais du nord-nord-est. Ce nuage descend indubitablement plus bas et me masque absolument tout l'horizon. Je n'ose plus perdre d'altitude. J'ai atteint la cote 400 de mon altimètre, mais j'ignore ici la pression. Prévost se penche. Je lui crie « Je vais filer jusqu'à la mer. J'achèverai de descendre en mer pour ne pas emboutir. » Rien ne prouve d'ailleurs que je n'ai point déjà dérivé en mer. L'obscurité sous ce nuage est très exactement impénétrable. Je me serre contre ma fenêtre et j'essaie de lire sous moi. J'essaie de découvrir des feux, des signes, n'importe quoi. Je suis un homme qui fouille des cendres. Je suis un homme qui s'efforce de retrouver les braises de la vie au fond d'un âtre. Un phare marin! Nous l'avons vu en même temps, ce piège à éclipse. Quelle folie! Où était-il ce phare fantôme, cette invention de la nuit? Car c'est à la seconde même où Prévost et moi nous nous penchions pour le retrouver, à 300 mètres sous nos ailes, que brusquement, je crois n'avoir rien dit d'autre. Je crois bien n'avoir rien ressenti d'autre qu'un formidable craquement qui ébranla notre monde sur ses bases. À 270 km/h, nous avons embouti le sol. Je crois bien ne rien avoir attendu d'autre pour le centième de seconde qui suivait que,
la grande étoile pourpre de l'explosion où nous allions tous les deux nous confondre. Ni Prévost ni moi n'avons ressenti la moindre émotion. Je n'observais en moi qu'une attente démesurée, l'attente de cette étoile resplendissante où nous devions, dans la seconde même, nous évanouir. Mais il n'y eut point d'étoile pourpre. Il y eut une sorte de tremblement de terre qui ravagea notre cabine, arrachant les fenêtres, expédiant des tôles à 100 mètres, remplissant jusqu'à nos entrailles de son grondement. L'avion vibrait comme un couteau planté de loin dans le bois dur. Et nous étions brassés par cette colère. 1 seconde, 2 secondes. L'avion tremblait toujours et j'attendais avec une impatience monstrueuse que ses provisions d'énergie le fissent éclater comme une grenade. Mais les secousses souterraines se prolongeaient sans aboutir à l'éruption définitive. Et je ne comprenais rien à cet invisible travail. Je ne comprenais ni ce tremblement, ni cette colère, ni ce délai interminable. 5 secondes, 6 secondes, et brusquement nous éprouvâmes une sensation de rotation, un choc qui projeta encore par la fenêtre nos cigarettes, pulvérisant l'aile droite. Puis rien qu'une immobilité glacée. Je criai à Prévost, « Sautez, vite !» Il criait en même temps, « Le feu !» Et déjà, nous avions basculé par la fenêtre arrachée, nous étions debout à 20 mètres. Je disais à Prévost, « Point de mal, point de mal ?» Il me répondait, « Point de mal ?» Mais il se frottait le genou. Je lui disais, « Tâtez-vous, remuez, jurez, moi, que vous n'avez rien cassé ?» Et il me répondait, « Ce n'est rien, c'est la pompe de secours. » Moi, je pensais qu'il allait s'écrouler brusquement, ouvert de la tête au nombril, mais il me répétait, les yeux fixes, « C'est la pompe de secours. » Moi, je pensais, « Le voilà fou, il va danser. » Mais détournant enfin son regard de l'avion, qui désormais était sauvé du feu, il me regarda droit dans les yeux et reprit, « Ce n'est rien, c'est la pompe de secours qui m'a accroché au genou. »